Allier puissance de feu et action de développement, le G5 Sahel semble bien décidé. Des experts ont lancé ce matin à Ouagadougou les études de faisabilité du projet de chemin de fer devant relier les 5 pays de l'espace. On en parle avec notre invité, l'expert infrastructure du G5 Sahel, qui est sur ce plateau. Face au terrorisme, cet appel au sursaut patriotique du Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina, pointe un doigt accusateur sur les mouvements de grève. À suivre également dans cette 9h30, quel défi pour la recherche au Burkina Faso, l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences et techniques appliquées, ouvre le débat. C'est à l'occasion de sa journée scientifique. Merci de rejoindre à ce 19h30. Bonsoir. Et bienvenue à tous. L'arrimage, développement et opération militaire dans la lutte contre le terrorisme, une approche que le G5 Sahel veut bien réussir. Un projet de chemin de fer du G5 Sahel a vu le jour. Les études de faisabilité ont été lancées ce matin à Ouagadougou. La mise en œuvre de ce projet va permettre de mettre en réseau les 5 pays du G5 de manière plus dynamique. Stéphanie Ien, Roméo Koïta. C'est le début de la mise en œuvre d'une vision des chefs d'État du G5 Sahel, celui d'adjoindre des projets de développement au volet militaire dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ce chemin de fer qui va relier les 5 pays membres de l'organisation se donne pour ambition de traiter autrement la question sécuritaire dans la région à travers des projets intégrateurs. Pour l'heure, il est question de la réalisation des études de faisabilité du projet. C'est ce qui réunit dans la capitale burkinabé des experts européens et de l'organisme sous-régional. Il faut absolument commencer à avoir des regards croisés sur ce qu'on appelle la défense, la sécurité. Ce sont les armes, ce sont les militaires. Mais seulement ça ne suffit pas pour créer la paix. Il faut avoir un regard croisé sur le développement. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Il faut avoir un regard croisé sur le social, sur l'humanitaire. Il faut avoir un regard croisé sur la diplomatie, mais aussi avoir un regard croisé sur la recherche. Parce que dans notre espace, nous avons besoin de tout cela pour pouvoir arriver à créer cet espace de paix et créer cet espace de sécurité. Les études vont durer 10 mois environ. Suivra ensuite l'épineuse question de la mobilisation des fonds pour la réalisation de cette gigantesque infrastructure dans un contexte où l'opérationnalisation du G5 Sahel piétine dans son volet militaire faute de financement. Nous sommes véritablement accompagnés par des partenaires techniques de développement. Nous sommes accompagnés par des pays qui voudraient nous voir rentrer dans un cycle de développement et de paix. Donc je peux vous assurer que cette étude de faisabilité, dès qu'elle va terminer, nous allons lancer donc ce qu'on appelle donc une conférence de bailleurs de fonds. Et je suis persuadé, vous verrez, sous le leadership donc des chefs d'État et en particulier sous le leadership du président du Faso qui est le président en exercice donc, du G5 Sahel, nous allons connaître rapidement une mobilisation de fonds. La présente étude va prendre en compte la structure des liaisons ferroviaires existantes, décrire les conditions environnementales et proposer une estimation des coûts de réalisation de cette voie ferroviaire d'environ 5000 km. Cet ambitieux projet de chemin de fer, les infrastructures du G5 Sahel, on en parle davantage avec notre invité, Mikailou Sidibé. Il est expert infrastructure du G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, il est donc établi la lutte contre le terrorisme. Il y a un lien étroit entre la sécurité et le développement, c'est bien ça? Absolument. Et le G5 Sahel, justement, développe sa stratégie autour de ces 2 piliers, sécurité et développement. Et on tente de marcher effectivement sur ces 2 pieds. Et sur cette dimension, justement, développement, c'est un ambitieux programme qui est initié. On parle de SDS, de stratégie, développement et sécurité, mais on parle justement du PIP, le programme d'investissement prioritaire. Effectivement, après la création du G5 Sahel, on a adopté ce qu'on a appelé chez nous la stratégie pour le développement et la sécurité par la conférence des chefs d'État et qui doit être opérationnalisée à travers un programme d'investissement prioritaire, comme vous l'avez dit, et qui contient un certain nombre de projets structurants et des projets également à impact rapide. Donc parmi ces projets structurants se trouve justement le projet de chemin de fer dont on a parlé tout à l'heure. Le projet de chemin de fer dont on parle justement à travers cet atelier qui réunit des experts à Ouagadougou. Et ce n'est pas le seul projet, on parle d'une quarantaine pour la première phase. Absolument. Le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, il est très vaste et pour commencer sa mise en œuvre,
le Conseil des ministres du G5 Sahel a instruit de faire un phasage. Donc pour la première phase qui va de 2019 à 2021, nous avons extrait 40 projets, comme je dis, mûrs, et pour lesquels nous entendons démarrer la mise en œuvre. Et ces projets ont fait l'objet justement d'une conférence des partenaires et bailleurs du fonds du G5 Sahel au mois de décembre 2018 à Nouakchott, qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'annonces de financement. Et donc, au-delà même de nos attentes. Le travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est le travail de mobilisation effective de ces fonds pour pouvoir passer à la mise en œuvre de ces projets-là. Et je pense que nous sommes dans une dynamique assez positive parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une visibilité sur pas mal de fonds qui ont été annoncés et nous prévoyons une réunion le 17 septembre à Nouakchott avec ces partenaires qui étaient présents à la conférence pour faire le point de ce qui a pu être mobilisé et surtout mettre en place un plan de mobilisation du reste au cours du reste de l'année, mais également pour l'année 2020. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a le chemin de fer, mais quand vous parlez d'une quarantaine, quelle est la nature de ces projets au-delà du chemin de fer? Effectivement, en fait, le programme d'investissement prioritaire est articulé autour des 4 axes stratégiques du G5 Sahel. Vous avez un axe défense-sécurité, un axe gouvernance, un axe infrastructure qui me concerne et un axe résilience-développement humain. Donc ces projets sont retenus au niveau de ces 4 axes-là et des projets vraiment, comme j'ai dit, mûrs, à impact rapide et qui, une fois mis en œuvre, verront les conditions de vie des populations dans ces zones-là vraiment, vraiment bien évoluer, mais surtout pouvoir allier, comme j'ai dit, la partie sécurité et le volet développement. En termes d'infrastructure, donc, que dire au-delà du chemin de fer? Donc, au-delà du chemin de fer, au niveau des transports, nous avons des projets de route. Donc, on a retenu pour cette première phase 2 projets de route par pays. Au niveau spécifiquement du Burkina Faso, nous avons le projet de bitumage de la route Djibo-Baraboulé et le projet de bitumage de la route Djibo-Dori et plus tard au-delà. Et dans les autres pays également, nous avons 2 projets de route par pays. Et nous sommes heureux de dire aujourd'hui que les partenaires arabes, notamment sous le leadership de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ont choisi de financer un projet de route par pays pour démarrer cette année. Donc les échanges sont en cours avec eux pour déployer des missions d'évaluation sur le terrain pour pouvoir démarrer ce volet transport. Ensuite, nous avons un programme hydraulique. Donc il s'agit d'aménagement des ouvrages hydrauliques, des addictions en eau potable, des ouvrages hydro-agricoles, mais également des aménagements de puits pastoraux pour les éleveurs. Et le troisième programme, c'est l'énergie. Donc il s'agit d'électrifier les zones rurales transfrontalières qui se trouvent au niveau du G5 Sahel, dans ces 3 FISO, et enfin des projets dans le domaine des télécommunications. C'est tout simplement, on va dire, que le développement que le G5 Sahel veut apporter aux populations, parce qu'on a vu justement dans l'une de nos reportages dans la région du Sahel, cette scène assez déplorable quand même de pénurie d'eau, les populations qui se battent pour avoir la goutte assez précieuse. C'est effectivement une solution là que le G5 veut apporter à travers l'ensemble de ces infrastructures. Absolument. Et comme j'ai dit, une fois qu'on va passer des promesses de financement à la mobilisation effective de ces fonds, nous allons voir effectivement la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Mais déjà, dans certaines zones, on a les conventions de financement des projets dans le domaine hydraulique qui sont signées, notamment au niveau de la Mauritanie. Et également, au niveau du Burkina, nous sommes en discussion parce que c'est des ouvrages qui se trouvent dans des zones qu'il faut sécuriser. Et nous travaillons justement en tandem avec le volet sécuritaire pour qu'une fois que ces conventions sont signées, on puisse faire la mise en œuvre effective de ces projets-là. En attendant, donc, c'est le chemin de fer qui vous réunit à Ouagadougou. On parle d'études de faisabilité. Est-ce que c'est un projet réaliste? C'est vrai que c'est ambitieux? Oui, en fait, nous sommes partis de la décision des chefs d'État qui se sont réunis lors du premier sommet ordinaire en N'Djamena le 20 novembre 2015 et qui ont décidé de la construction d'une ligne de chemin de fer pour relier les 5 pays. Donc il fallait passer à la phase opérationnelle, ce qui a été fait. Nous avons travaillé du point de vue technique pour disposer de termes de référence et les mêmes chefs d'État nous ont instruit de pouvoir réaliser en fait l'étude de faisabilité parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui veulent nous accompagner, mais qui veulent disposer quand même des éléments techniques, des éléments dans le domaine de rentabilité financière pour pouvoir apprécier le projet et nous accompagner. C'est ambitieux, mais c'est également à la hauteur, on va dire, de la vision de nos chefs d'État et nous sommes dans une dynamique d'opérationnaliser cette décision-là. Et forcément, l'impact sera certain, le chemin de fer sur l'ensemble de ces pays qui seront désormais en réseau, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a déjà des perspectives par rapport à la mise en œuvre effective? Bon, comme j'ai dit, pour l'instant, en fait, tous les partenaires que nous avons approchés se sont positivement, on va dire, prononcés. Mais comme j'ai dit, il faut attendre la fin de l'étude qui va durer, on va dire, une dizaine de mois.
Et une fois qu'on disposera de cette étude, nous allons soumettre l'étude à la conférence, les résultats à la conférence des chefs d'État qui, comme je l'ai dit, ont la ferme volonté en fait, de voir la mise en œuvre effective de ce projet. Donc ne doutons pas que nous aurons les partenaires qui vont nous accompagner, même si c'est dans une sorte de phasage, on va dire, en commençant par certains tronçons, et progressivement, on peut dire qu'au bout du compte, on aura cette ligne-là qui va permettre de relier les sections existantes, mais également d'avoir des sections nouvelles à construire dans certains pays. Est-ce que ce projet fait appel à la contribution des budgets nationaux? Oui, comme je dis, pour disposer de cette étude de faisabilité, parce que beaucoup de partenaires ont demandé pour pouvoir financer les travaux, nous avons financé en fait l'étude de faisabilité sur fonds propres du G5 Sahel. Et comme j'ai dit également, c'est vraiment, on espère que dès que l'étude est disponible, au regard de l'engouement que nous avons autour là, le financement des travaux se fera à travers justement des partenariats publics-privés, mais l'étude va pouvoir nous donner en fait des idées sur le dispositif à mettre en œuvre dans le cadre de la mobilisation des financements. Mais nous sommes confiants au regard en fait des échanges que nous avons eus avec un certain nombre de partenaires. À ceux qui opposent un rapport de hiérarchie, de priorité par rapport à cette question sécurité et développement? Oui, en fait, bon, il est normal, au regard de l'urgence sécuritaire dans certaines zones, dans certains fuseaux du G5 Sahel, c'est légitime de se poser la question. Mais il faut savoir que en fait, les deux vont ensemble. Donc vous ne pouvez pas dire on traite d'abord la question sécuritaire, puis on revient avec le développement, parce que ça se nourrit mutuellement. Et généralement, comme vous savez, dans notre espace, parmi les facteurs qui incitent les gens à aller vers ces groupes, vous avez le sous-développement, vous avez la pauvreté, vous avez le chômage. Donc nous pensons au niveau du G5 Sahel, il faut marcher sur les deux pieds, naturellement en ayant un regard sur l'urgence sécuritaire, parce qu'effectivement, dans certaines zones, c'est assez compliqué la situation actuelle. En tout cas, le chemin de fer, les pays du Sahel en ont besoin justement par rapport quand on sait que dans ce domaine déjà, on a pas mal de difficultés, ne serait-ce que pour le transport de nos ressources. C'est une très bonne chose, c'est une bonne perspective. On va croiser peut-être les doigts et espérer que les partenaires vont s'inscrire très rapidement dans cette démarche. Merci bien, on espère, oui. Merci. Merci beaucoup. La suite de ce journal, vous restez avec nous. Demandez plus pour obtenir le juste milieu. C'est une stratégie syndicale au Sinatrad. L'heure est à la formation, la gestion du dialogue social et les techniques de négociation des accords. Voilà ce qui réunit à Bobo Dioulasso les militants du syndicat national des travailleurs de la douane. Marie-Adéline Ebié, Soto, Justin Dabiri. La gestion du dialogue social et les techniques de négociation des accords, c'est sous ce thème que s'est tenu ce séminaire de formation au profit des membres du syndicat national des travailleurs de la douane Sinatrad. Ce séminaire de formation a connu la participation de l'ensemble des responsables syndicaux de la douane du Burkina. Durant les 5 jours de formation, les participants ont été outillés en gestion de dialogue et en technique de négociation. C'est une bonne chose que l'ensemble des responsables du syndicat soient là, parce que si tout le monde reçoit la même formation, ils vont pouvoir parler tous ensemble d'une même voix et être beaucoup plus efficaces dans les négociations qu'ils vont être amenés à mener pour le bien des militants. En fait, dans cette formation, il est surtout question des périphériques de la négociation. Comment être capable d'établir un bon contact relationnel avec les personnes avec lesquelles on va être amené à discuter, de façon à ce que non seulement ils veuillent aboutir avec nous à une négociation, mais surtout qu'ils aient envie de la construire avec nous. Cette formation va permettre aux participants d'être aguerris en matière de négociation et de renforcer leurs capacités. Pour le secrétaire général du Sinatrad, cette formation est une nécessité pour ses militants. Nous avons requis un formateur outillé qui va nous inculquer les bonnes méthodes, les bonnes manières de conduire ces discussions afin de conclure des accords qui arrangent en tout cas les travailleurs du syndicat des douanes et aussi du ministère. Vous voyez qu'il y a des secrétaires généraux de la CSMF qui sont invités à participer afin de renforcer aussi leurs capacités. À la fin de ces 5 jours de formation, tous les participants doivent être en mesure de conclure des processus de négociation avec les autorités. Ils doivent être aussi capables de conclure des accords qui vont dans l'intérêt des travailleurs. À la fin de cette formation, et tous les délégués qui sont là,
tous les membres du bureau national et tous les secrétaires généraux puissent, où qu'ils se trouvent, et conduire des processus de négociation avec les autorités et conclure des accords qui sont en tout cas appréciés à leur juste titre par les syndicats, par les militants. Aussi, apprendre à économiser du temps et à économiser de l'énergie dans la gestion de ces dialogues. Cette formation a regroupé l'ensemble des responsables du syndicat national des travailleurs de la douane du Burkina. L'objectif est de leur apprendre les voies et moyens pour mener à bien les négociations avec l'administration publique dans l'intérêt des travailleurs. Ceci à travers des techniques de négociation et la gestion du dialogue social. Le syndicat national des commerçants du Burkina, lui, est plutôt préoccupé par la situation sécuritaire. Le SYNATCOMBE appelle les Burkinabés en sursaut patriotique face aux attaques terroristes avec un impact certain sur l'économie nationale. Des propos recueillis par Ali Zongrana et Arsène Konditamde. Face aux hostilités auxquelles est confronté notre pays et dont nous assistons impuissamment, nous venons à travers cette déclaration interpeller l'opinion nationale à une prise de conscience collective et à un sursaut patriotique pour le retour de la quiétude dans notre nation. Quand on aime sa nation, on grève en produisant plus de résultats afin de témoigner à l'opinion publique que l'État ne joue pas son rôle d'employeur. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à montrer patte blanche dans la gestion des affaires publiques, notamment le charbon fin, etc. Nous invitons les syndicats à suspendre les mouvements de grève et à accepter d'aller au dialogue avec le gouvernement sans préavis, au grand bonheur de toute la population et surtout pour nous les acteurs de l'économie informelle. Aux camarades syndicats de la santé, nous plaidons en faveur des populations innocentes qui ne sont menées ni de loin ni de près à la lutte syndicale qui leur oppose au gouvernement. Pour le commun du mortel, la vie humaine est très sacrée et nécessite d'être préservée, objet de notre plaidoyerie. Nous invitons le gouvernement, à l'issue de ces rencontres de dialogue, à tenir ferme ses engagements envers ses partenaires sociaux. Et voilà. Réflexion autour des défis de la recherche au Burkina Faso. C'est à la faveur de la 4e édition de la journée scientifique de l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences et techniques appliquées. Une journée pour fédérer les énergies pour une recherche plus productive. Ali Zongrana, Arsène Konditamde. Une journée scientifique pour mettre en lumière les travaux de l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. De nombreuses innovations ont été mises au point depuis la naissance de la structure. Ce sont entre autres la chambre froide solaire, la batteuse des céréales et les biopesticides. Autant d'inventions qui restent méconnues du grand public, faute de communication et de cadre de promotion. Une chose est de chercher et de trouver les résultats, mais l'autre chose est qu'il faut que quelqu'un, un autre groupe, prenne ces résultats-là pour pouvoir les diffuser, les vulgariser. Alors qu'on demande aux chercheurs de chercher, trouver, et de diffuser et vulgariser. Nous ne sommes pas formés pour ça. Donc le gros problème là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des stratégies pour pouvoir mettre à l'échelle les technologies qui se trouvent au niveau de la recherche scientifique. Et c'est comme ça que ça peut booster, ça peut contribuer au développement du pays. L'IRSAT est l'un des 4 instituts du Centre national de la recherche scientifique. Il compte environ 80 chercheurs. Bon nombre de ces techniciens sont des jeunes. Le délégué général du CNRST invite la frange jeune de la grande famille des chercheurs à redoubler d'efforts pour lever les obstacles qui obstruent la voie du développement. Il faut se battre à l'international pour faire des propositions de recherche, arracher des projets de recherche pour mener des activités et obtenir des résultats. Donc un jeune chercheur qui arrive dans un centre comme celui-là, si vous ne produisez pas, si vous n'écrivez pas des projets, si vous ne communiquez pas vos résultats scientifiques, vous êtes voué, j'allais dire, à être en marge du système. Et ce n'est pas bon qu'ils soient en marge du système, c'est eux la relève de donner, d'où pourquoi j'ai donné tous ces conseils. Le monde de la recherche est confronté à de multiples difficultés, parmi lesquelles la pression foncière qui menace les stations de recherche, le défi sécuritaire et aussi l'insuffisance des fonds alloués à la recherche. Cette journée scientifique est aussi le lieu pour formuler un plaidoyer à l'endroit des décideurs. Il faut sauver le fleuve Mouhoun. Ses berges se dégradent considérablement. À Ouagadougou, les spécialistes réfléchissent sur les propositions d'investissement dans l'aménagement. Abdelaziz Saré, Roméo Koïta.
Selon le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, les berges du fleuve Moon ne cessent de se dégrader suite aux effets du changement climatique, occasionnant ainsi son rétrécissement par endroits. Pourtant, ce fleuve est considéré comme le seul cours d'eau périn du Burkina Faso. Pour sa survie, le gouvernement a décidé de son aménagement. Réunis en session ordinaire ce 3 septembre, il sera question pour ces différents ministères de mener des études sur le projet en vue d'aider le gouvernement à maîtriser tous les contours techniques, sociaux, économiques et financiers. Les études engagées pour l'aménagement du fleuve Moon doivent déboucher sur une proposition d'investissement à même de restaurer et de sauvegarder le fleuve Moon, mais aussi et surtout de mettre en valeur le potentiel hydraulique à travers l'aménagement des périmètres hydro-agricoles tout le long du cours d'eau et la navigabilité du fleuve. Ces études doivent être menées selon une approche participative, une approche prospective qui permet d'avoir une vision orientée future du positionnement du Moon dans le contexte national. 20 mois, c'est la période que va durer l'étude, y compris le délai d'approbation des différents livrables. Nous sommes dans une première phase qui va nous permettre de réaliser les études de faisabilité de toutes les composantes du projet. Ensuite, nous allons réaliser l'avant-projet détaillé et le dossier d'appel d'offres de deux composantes principales de cette étude, à savoir le recalibrage du fleuve et puis les aspects halieutiques de la zone du projet. Le projet va impliquer des investissements lourds dont les impacts sont à longue portée. Au stade actuel, le consultant en charge des études a élaboré et soumis à l'administration des conclusions sur le diagnostic du fonctionnement du cours d'eau et de son environnement. Après le FESPACO, où il a glané 3 prix, prix du meilleur décor de l'Assemblée nationale et le prix de la ville de Ouagadougou, après sa tournée européenne, Desrance revient en Afrique. Ce film long-métrage de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré sera à l'affiche demain dans la salle de Canal Olympia Ouagadougou 2000. Mais pas seulement à Ouagadougou, c'est une projection simultanée dans 10 pays africains. Une grosse campagne donc pour ce film aux thématiques actuelles. Sandrine Zougouri a rencontré la réalisatrice cet après-midi. Ce film a 2 thèmes principaux. Le premier thème, c'est la volonté d'un père pour transmettre son nom à son héritier. Donc il attend un garçon, il veut donner ce nom-là à son héritier, mais bon, les choses ne vont pas se passer comme il voulait. Le deuxième grand thème du film, c'est vraiment la guerre post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire et comment cette guerre a impacté non seulement les Ivoiriens, les Burkinabés et les gens de la sous-région. Voilà. C'est d'amener la population à changer de mentalité. Bien sûr, qui veut une guerre chez soi? C'est très difficile, les guerres ethniques. Ma volonté dans ce film-là, c'est vraiment déjà montrer comment est-ce qu'une guerre peut être destructive, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, et que nous sommes tous africains et que nous devons vraiment nous unir pour grandir. On voit malheureusement aussi quelque chose qui se passe en Afrique du Sud, qui est assez dommage, et j'espère aussi que ce film va donner le message qu'on ne peut pas s'entretuer, même si on a des opinions diverses, que nous sommes des êtres humains, nous sommes africains et que nous devons nous entraider. Nous allons commencer la grande première du film ici au Burkina, parce que je pense que c'est un devoir pour moi de le présenter dans mon pays. J'ai voulu faire une première simultanée dans tous les pays parce qu'évidemment, on arrive à mieux communiquer par rapport à donner l'information. Et je pense aussi que faire sortir le film dans un pays n'est pas aussi rentable ou aussi... la com ne pourra pas être faite aussi bien que si on le faisait simultanément dans tous les pays. Quand on fait un film, le but de ce film-là, c'est de le voir dans le monde entier. Et c'est sûr que quand Canal Olympia m'a appelé pour me dire qu'il voulait le film, c'est un grand honneur parce qu'on sait très bien que les Canal Olympia ne prennent pas n'importe quel film. Donc, représenter le film dans tous ces pays-là, c'est vraiment un honneur pour moi.
Alors la surprise de demain, c'est ce que il y a certains acteurs qui sont là, notamment l'une des actrices principales, la jeune fille de 11 ans qui a joué le rôle de Ayla, qui est pour moi une révélation du cinéma africain à cet âge-là, qui ait pu incarner un rôle pareil. J'en suis très fière et voilà, elle sera là avec d'autres acteurs du film. Voilà, rendez-vous donc demain en salle obscure. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette session d'information. Restez avec nous à 20h15. C'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal en langue nationale morée. Et puis à 21h, John William Somda vous retrouve pour l'actualité sportive. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.